Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur, ravi de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus. Elle est mondialement reconnue pour avoir transformé le domaine scientifique de la génétique moléculaire. Elle a reçu aussi le premier prix Nobel de sciences, remporté par 2 femmes ensemble. On découvre dans un instant le portrait d'Emmanuelle Charpentier. Et puis c'est notre grande question du jour, orientation, innovation, éducation et numérique. Voilà les grands enjeux que nous vous proposons d'explorer dans l'interview à venir. Comment aider les jeunes à s'orienter dans un monde, bien sûr, en perpétuelle évolution où les métiers de demain n'existent pas encore. Quelle place aussi donner aux outils numériques dans nos écoles? Et puis tant qu'on y est, elle ressemble à quoi, l'école du futur justement? Ils ont un point de vue bien tranché et aussi que vous aviez beaucoup apprécié lors de leur dernière venue ici. Ils sont de retour. Soyez les bienvenus. François Brunet. Bonjour. Bonjour, vous êtes cofondateur d'Avenir. Vous êtes venu avec votre associé Guillaume Charles. Bonjour. Bonjour Philippe. Soyez les bienvenus à nouveau sur le plateau. On va parler justement d'Avenir, de vos actualités aussi à tous les deux dans un instant, juste après le focus. En 2020, il y a 4 ans, elle devenait l'une des 2 femmes à remporter le prix Nobel, qui était alors remis pour la première fois à 2 femmes ensemble. Son nom est aujourd'hui ancré dans l'évolution de la science française et internationale. Elle s'appelle Emmanuelle Charpentier et elle est notre focus du jour, signé aujourd'hui par Jean Martineau. Rencontre avec Emmanuelle, première. Malgré son savoir et son investissement, jamais Emmanuelle Charpentier n'aurait pensé pouvoir un jour inscrire son nom à la très courte liste des femmes françaises ayant remporté le prix Nobel. Diplômée d'un doctorat à l'Institut Pierre et Marie Curie, elle poursuit ses recherches en multipliant les post-doctorats. À partir de 2014, elle se focalise sur une branche de la génétique, la technologie CRISPR-Cas9. Le travail de mon laboratoire concernant la technologie du génie génétique CRISPR-Cas9, aussi appelé ciseaux, couteau suisse ou boîte à outils de l'ADN. Vous pouvez voir des ciseaux représentés sur cette diapositive qui coupent de l'ADN. Découverte il y a seulement 6 ans, cette technologie est aujourd'hui considérée comme l'une des percées les plus importantes en biotechnologie. CRISPR-Cas9 a changé le domaine des sciences de la vie. Les scientifiques du monde entier développent cette technologie dans des applications innovantes dans la médecine, l'agriculture et la biotechnologie. Les perspectives qui accompagnent CRISPR-Cas9 sont très prometteuses, notamment dans le traitement potentiel de maladies génétiques humaines. Et la technologie est déjà utilisée pour relever divers défis agricoles. Une découverte digne du bricolage, décrite comme les ciseaux moléculaires, qui consiste à couper les morceaux défaillants de l'ADN pour venir les remplacer par un autre. Cette découverte pourrait permettre de guérir certaines maladies génétiques, mais également pouvoir aider au niveau de l'agriculture. D'ici quelques années, nous pourrions voir arriver des plantes plus résistantes à la sécheresse ou au froid grâce à Emmanuelle. 25 millions, c'est le nombre d'Européens atteints de l'une des 7000 maladies rares. Trouver le remède miracle pour chacune, le rêve de scientifiques du monde entier. Et si CRISPR-Cas9 était la clé de ce défi hors norme? CRISPR-Cas9, on parle de lui souvent comme des ciseaux. Leur particularité, couper l'ADN à un endroit précis du génome, dans n'importe quelle cellule. Ça veut dire pouvoir modifier de manière super spécifique un nucléotide dans les billions de nucléotides qu'on a dans les génomes. Le fait assez surprenant est que la Française Emmanuelle Charpentier n'aurait probablement jamais pu faire ses découvertes si la biologiste avait décidé de rester sur le territoire français. En effet, une partie de ces découvertes sont considérées comme de l'OGM et donc interdites en France. Je vous remercie pour votre attention. Allez, autre chose maintenant, on est le 18 décembre et le 18 décembre, eh bien, c'est le jour de l'ouverture de Parcoursup. On va en parler justement parce que l'orientation scolaire et professionnelle, voilà un parcours qui, c'est vrai, est souvent vécu comme un véritable calvaire, casse-tête aussi pour les familles et les jeunes, alors que les attentes des élèves évoluent, que la révolution numérique bouleverse aussi les métiers. Nos invités vont nous partager leur vision de l'éducation, de l'orientation et de l'enseignement supérieur. On démarre tout de suite dans la première partie du talk.
Et ils sont à nos côtés en plateau pour en parler. François Brunet et Guillaume Charles. Alors, Avenir, c'est déjà des milliers d'utilisateurs aidés dans la construction de leur avenir, justement, grâce à une expérience numérique ludique, personnalisée, disponible, tout ça sur une application. Vous êtes venu nous voir la saison dernière. Oui. Et après 6 mois de test, et je crois près de 20 000 utilisateurs, c'est ça, de plus en plus chaque jour, de toute façon? Absolument, absolument. Effectivement, on est venu vous voir avant le lancement. C'est ça. On faisait un rêve en se disant si on a 5000, un peu plus de 5000 testeurs, etc., ça va nous donner des indicateurs sur notre proposition. Et finalement, au bout de quelques mois, on est à plus de 20 000 utilisateurs, avec des remontées très positives. Et j'allais vous demander comment ça va après ces 20 000 utilisateurs. Alors, ça va très bien. Ouais. Et en plus, c'est assez confortant et réconfortant pour nous, c'est qu'on a eu l'occasion d'échanger beaucoup avec ces utilisateurs, mais également avec leurs parents, parce que ce sont les étudiants qui viennent ou les lycéens qui viennent nous voir, mais souvent accompagnés lors du dernier salon de l'éducation, de l'étudiant, et de l'Éducatech. On a eu des échanges avec les parents, mais également avec des professeurs, des conseillers d'orientation, qui ont tous trouvé l'application extrêmement facile d'utilisation, pertinente dans les réponses. Donc, c'est la satisfaction aujourd'hui. C'est royal. Mais le travail continue. Le travail continue parce que justement, effectivement, comment vous préparez pour vous aligner avec Parcoursup, justement, qui démarre aujourd'hui, Guillaume? Alors, Parcoursup, effectivement, la première phase démarre aujourd'hui. Donc ça, c'est une bonne nouvelle ou pas une bonne nouvelle pour les millions et milliers d'étudiants qui vont devoir, de lycéens qui vont devoir formuler leurs vœux. Vous êtes là pour les aider, en tout cas. On est là pour les aider, effectivement. Et là, on est vraiment on time, comme on dit, puisqu'on est sur la première saison, sur la nouvelle saison de Parcoursup. Et le fait de les aider, c'est de leur apporter de la pédagogie et de leur apporter effectivement une application toujours extrêmement facile d'accès, toujours gratuite bien entendu, on ne dérogera pas à ça, sans compte, on n'oblige pas les utilisateurs à créer un compte et donc on les accompagne véritablement sur la découverte des métiers. Ça c'est vraiment notre ADN, c'est de découvrir les métiers. On a eu beaucoup de retours d'expérience, comme le disait François, d'utilisateurs qui nous ont dit j'ai découvert des métiers que je ne connaissais pas et qui m'intéressent. Donc ça, c'est vraiment extrêmement satisfaisant pour nous. Oui, j'imagine. C'est vraiment l'objectif d'Avenir, c'est d'aller à la découverte des possibles. Et donc en terminale, comme en troisième au collège, on a un choix d'orientation à faire. Et donc ces possibles sont dans Avenir, grâce à notre chatbot qui pose quelques questions. On n'est pas ennuyeux, on essaye d'être vraiment dans la gamification, dans quelque chose d'un peu fun et d'un peu ludique pour découvrir des métiers, les formations, les écoles qui dispensent ces formations de manière à pouvoir commencer à construire son parcours d'orientation et son futur projet professionnel et formuler ses choix plus facilement sur Parcoursup puisque une orientation éclairée est un peu moins angoissante qu'une orientation subie. Et c'est toujours mieux, effectivement, de choisir ce qu'on veut faire et d'être bien éclairé. Justement, comment vous alimentez votre base de données? Parce que j'imagine que, je le disais en introduction d'ailleurs, les métiers de demain n'existent pas pour la majorité encore aujourd'hui. Alors, vous travaillez justement avec ces conseillers d'orientation, avec des professionnels des différents secteurs? Oui, on a des informations, on a une collecte d'informations et on réactualise notre base aussi et des informations qu'on délivre dans l'application régulièrement en fonction de ces remontées. Je voulais juste faire un petit parler de Parcoursup parce que effectivement l'année dernière, il y a eu 77 000 lycéens et étudiants qui n'ont pas eu de propositions de la part de Parcoursup. Alors, ça tend à diminuer par rapport à l'année précédente où ils étaient 94 000, mais il y a encore beaucoup de jeunes et notamment les étudiants en reconversion et effectivement, Avenir leur donne la possibilité de faire ces découvertes de métiers, comme l'explique Guillaume à l'instant, et peut-être de créer des vocations. Et puis, sur ces découvertes de métiers, on a eu un exemple récent de corps de métier dans l'univers de l'art avec la réouverture de Notre-Dame, Tout à fait. où notre président a cité tous les métiers qui avaient concouru à la rénovation de Notre-Dame. Et là, même moi, honnêtement, j'ai découvert des métiers. Donc, je suis allé sur l'application et j'ai découvert que le métier y était. Donc, j'étais rassuré. Ah, magnifique. Donc, voilà, ça donne des possibilités. Le champ des possibles, comme disait Guillaume, effectivement, est ouvert pour tous ces jeunes, à la fois qui trouvent leur voie au travers de Parcoursup, mais aussi ceux qui n'ont pas de proposition et qui peuvent découvrir et prendre des voies professionnelles demain qui peuvent les intéresser en étant tout à fait motivés, bien entendu. Bien sûr, mais c'est ce qu'on leur souhaite en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez justement de Parcoursup
Parcoursup là, qui ouvre aujourd'hui? Parce que c'est vrai que c'est une fonctionnalité où on se dit quelque part, et c'est peut-être un concurrent à terme pour vous, Parcoursup qui pourrait proposer justement ce catalogue des métiers. Au-delà de ça, la personnalisation, le fait de permettre aux jeunes de choisir, ou en tout cas de s'orienter, au-delà juste de faire des choix. Il y a quelques fonctionnalités qui sont proposées dans Parcoursup aujourd'hui, mais qui ne sont pas aussi poussées que la vôtre. Alors Parcoursup, non, c'est pas du tout un concurrent. On est plutôt complémentaire à Parcoursup, puisqu'on intervient plutôt en amont. Puis Parcoursup est un biais obligatoire. Avenir n'est pas obligatoire. C'est au choix de l'utilisateur de la télécharger ou non. Parcoursup remplit son rôle d'inscription sur la formulation des vœux pour différentes universités, écoles, etc., en fonction des choix professionnels qu'on veut faire. Et en réalité, on en avait un petit peu discuté avec des gens de Parcoursup, sans les nommer, qui nous avait dit en réalité l'angoisse et le doute, cette fameuse angoisse face à Parcoursup des jeunes et de leurs familles, n'est pas tant la complexité de la plateforme en elle-même qui effectivement peut-être est perfectible. On peut avoir quelque chose de plus fluide, de plus intuitif, etc. certes, mais c'est surtout que lorsqu'on doit arriver sur Parcoursup et qu'on doit faire des choix, alors qu'on ne sait pas quoi faire. Ouais. C'est là que l'angoisse naît, en réalité, et le doute. Alors qu'Avenir étant un peu une antichambre de Parcoursup, puisque un avis éclairé, encore une fois, une orientation éclairée, je peux me balader sur l'application tant que je veux, et puis quand je trouve un métier qui me plaît, et là, je vais avoir beaucoup plus de facilité à inscrire mes vœux sur Parcoursup. Après, évidemment, le 10e vœu sur Parcoursup, autant dire que c'est pas vraiment le vœu de prédilection. Après, des stratégies sur l'algorithme de Parcoursup, il y a des gens qui jouent avec ça. Nous, on n'est pas dans ce cadre-là, et on veut vraiment apporter de la pédagogie en amont pour faciliter l'orientation des jeunes, que ce soit en terminale sur les études post-bac, mais aussi dès le collège, et comme l'a souligné François, sur les filières professionnelles. Les filières professionnelles, on en a rencontré beaucoup, avec lesquelles on commence à travailler, sont extrêmement demandeuses de la promotion et de la valorisation de leur métier, bien entendu, parce que, il y a des besoins énormes aujourd'hui et dans les années qui viennent, sur tous les métiers des filières professionnelles. Je ne les citerai pas, il y en a 329 en France, je ne peux pas toutes les citer. Donc on se rapproche des opérateurs de compétences, donc des OPCO, pour discuter avec eux, des filières, la filière du bois, la filière de la coiffure, etc., qui ont des besoins, et dont notre objectif, c'est de coller à leurs besoins territoriaux, puisque c'est très hétérogène sur les territoires, les recherches d'alternants, etc., et de manière à leur apporter quelque chose qui soit vraiment efficace vis-à-vis des jeunes qu'ils ciblent. Donc c'est très complet, effectivement. Vous nous parlez, Guillaume, justement de matcher quelque part, faire correspondre le profil d'un élève avec son métier quelque part, et on leur souhaite en tout cas quelque chose qui leur convienne profondément. Vous avez aussi une nouvelle fonctionnalité, parce qu'on a parlé de l'amont là depuis tout à l'heure, mais en aval, une nouvelle fonctionnalité prévue pour 2025 qui concerne les tendances d'embauche. Oui, alors sur les tendances d'embauche, effectivement, on commence à travailler sur cet indicateur qui sera à la fois une aide justement pour ces jeunes qui recherchent en se disant où ils vont se dire je choisis une voie, mais finalement je me rends compte que les tendances d'embauche ne seront pas obligatoirement positives dans les années à venir. Oui. Et ça peut interroger, et ça peut donner aussi d'autres idées, et de se dire, quand on est utilisateur de l'application, je vais peut-être aller vers la tendance qui est plus porteuse sur les métiers de demain, où j'aurai la certitude d'avoir une proposition et de travailler dans l'univers qui m'est proposé. C'est effectivement plus rassurant aussi quand on parle du stress pour ces jeunes. Est-ce qu'il faut davantage intégrer les entreprises dans le processus d'orientation scolaire et professionnelle ? Ça a été initié depuis de nombreuses années déjà. Les entreprises essaient de collaborer, d'échanger avec l'univers enseignant. Il y a eu des résultats. Pas peut-être à la hauteur escomptée, mais je pense que c'est une nécessité, de toute façon, de rapprocher l'univers enseignant du monde de l'entreprise. Je pense que tous les représentants des syndicats patronaux ou autres ne vont pas aller contre cette idée, au contraire, parce que je pense qu'on arrivera comme ça à bien orienter les jeunes et à trouver véritablement une correspondance entre les envies d'un côté, puis les envies de l'autre, l'envie de l'étudiant, du lycéen, et l'envie de l'entreprise et du recruteur, qui est l'entreprise, bien entendu. Bien sûr. Est-ce que vous partagez cet avis aussi, Guillaume ? Oui, absolument. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on change un peu de paradigme et qu'on aligne véritablement l'éducation et l'orientation sur les besoins du marché,
actuelles et futures. Je prends juste un exemple. Lorsqu'on est en seconde ou en troisième et qu'on se dit, tiens, je veux travailler dans la finance, je sais pas, commissaire aux comptes, expert comptable, etc. Ou dans le droit, je veux devenir avocat. Combien d'années sépare le jeune étudiant de la possibilité d'exercer ce métier? C'était vrai. 10-12 ans. Ouais. Est-ce que dans 10 ou 12 ans, dans le droit ou dans la finance, les métiers tels qu'ils existent aujourd'hui existeront encore? Je ne pense pas qu'il y aura de suppression de métiers, mais ils auront considérablement évolué. Ils ont muté, alors notamment avec l'apparition, plus que l'apparition, avec la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle va, il y a des métiers qui vont être transformés. Ouais. Et donc le métier que je choisis aujourd'hui, qui me dit que dans 10 ou 12 ans, il y aura encore de l'emploi dans ce métier, en tout cas tel qu'il est présenté aujourd'hui? Nous, on n'a pas de boule de cristal, on peut faire des perspectives, on a effectivement des tendances et on se sert aussi de l'IA pour avoir ces tendances. D'accord. Pour donner au moins quelques clés en disant, voilà, sur les années qui viennent, ce métier risque d'être fortement impacté, moyennement impacté ou peu impacté par les tendances d'intelligence artificielle, les tendances écologiques, de développement durable, etc. Donc ils ont eu effectivement une vision globale, en tout cas, de leur métier, de leur secteur avant de... faut envoyer les jeunes vers l'emploi et non pas vers le chômage, en fait. C'est ce qu'on leur souhaite, effectivement, oui. Rapidement. Une précision supplémentaire rapidement. Comme vous l'avez vu, Philippine, on a intégré aussi découvrir les secteurs professionnels. Tout à fait. Et dans cette découverte des secteurs professionnels, toutes ces informations, bien entendu, seront délivrées et ça permet de répondre à cette problématique de l'évolution des métiers aussi. Parce que les professionnels peuvent donner leur information et délivrer véritablement le message qu'ils souhaitent passer. Très, très complet. On va continuer à en parler tous les trois, justement, ensemble dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. On est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de mes invités aujourd'hui, François Brunet et Guillaume Charles, les fondateurs d'Avenir. On lance tout de suite la deuxième partie du Talk Ensemble. On
On a parlé justement tous les trois en première partie de ces sujets autour de l'orientation, de ce que vous proposez à la fois en amont et en aval pour ces élèves, de vos nouvelles fonctionnalités aussi que je comprends nombreux. Je crois que vous allez avoir du boulot en 2025. Un petit peu. Vivement les vacances. Une question aussi que je voulais vous poser parce que c'est vrai que vous avez une vision assez générale aussi de ce secteur. Vous avez participé à différents salons, vous me l'avez dit, de l'orientation, de l'innovation pédagogique Educatech récemment. Selon vous, on va peut-être commencer avec vous, Guillaume, quels sont les principaux défis que rencontre notre système éducatif aujourd'hui en France, qu'ils soient liés à l'éducation ou pas d'ailleurs? Ils sont très nombreux et les avis ne sont pas forcément convergents. Effectivement, vous parliez d'Educatech, qui est le rassemblement vraiment de l'EdTech française. Oui. Donc on a pu aller, on y a participé avec grand plaisir, on a pu aller à la rencontre de tous nos confrères. Nous, on est sous l'égide EdTech France, qui est une superbe association, donc voilà, je vous refais un coucou, qui justement milite pour que le numérique et la technologie dans l'éducation soit, et en tout cas le rassemblement des forces privées et des forces publiques, soit beaucoup plus efficace que ça ne l'est aujourd'hui. Ouais. Et je pense que le futur de l'éducation, on doit écouter tous les acteurs. Et les acteurs technologiques comme nous, donc de la fameuse EdTech, de la sphère EdTech, doivent être beaucoup plus écoutés. On a une partie de la solution aux problèmes que rencontrent les acteurs publics. On a une partie de la solution sur l'orientation, on a une partie de la solution sur la progression de nos élèves en maths, qui est un vrai sujet, oui. en e-learning, comme on dit. Donc la place du numérique dans l'éducation ne doit pas être vue comme étant « Ah oui, mais ils vont encore passer beaucoup de temps sur les écrans, etc. » Ça, c'est un faux débat. Je crois que Marie-Christine Levet d'EduCapital s'en est exprimée à très juste titre, et Oriane Ledroit aussi d'EdTech France. Puisqu'ils ont été signataires d'une tribune justement là-dessus. Tout à fait. Et je pense qu'il faut non pas voir ça comme un ennemi de l'éducation, mais comme quelque chose de très utile, puisque les écrans tels qu'on les a aujourd'hui, il y a différentes façons de s'en servir. Si on s'en sert à des fins utiles, c'est pas du tout la même chose que de passer sa journée sur TikTok. Le numérique pour le numérique, effectivement. Absolument. Et donc je pense que l'association des acteurs privés et des acteurs publics doit être beaucoup plus prégnante dans les années qui viennent, puisque, encore une fois, les acteurs privés détiennent une partie de la solution. Oui. Pas la totalité, on n'a pas la prétention de remplacer le système éducatif français, mais en tout cas de le faire évoluer vers les tendances actuelles et les usages des jeunes. Le faire ensemble, effectivement. Est-ce que ça, c'est un sujet dont vous avez parlé peut-être? Alors, ils ont été nombreux ces derniers mois, mais les différents gouvernements, avec en tout cas les pouvoirs publics. On a échangé avec les pouvoirs publics, effectivement, ils ont totalement conscience de cela et ils ont une volonté, de toute façon, tout le monde a une volonté. Le corps enseignant, le politique, tout le monde a une volonté. À un moment, c'est de faire converger effectivement toute cette volonté et d'en faire une vraie force. Aujourd'hui, il y a encore parfois une disparité sur de partager l'information ou de travailler ensemble. Nous, on est prêt à travailler avec tout le monde et on travaille avec tout le monde. Donc, et comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a dans ce problème de l'orientation, il y a aussi, et avec tout le respect qu'on leur doit aux conseillers d'orientation et aux professeurs qui accompagnent nos enfants dans la voie du futur, parfois les conseillers d'orientation et à la découverte d'avenir se disaient c'est génial votre truc parce que finalement, si moi j'avais, quand je reçois mes élèves, déjà un travail qui avait été fait par eux de découverte des métiers, mon conseil serait peut-être plus pertinent. Parce qu'aujourd'hui, je rappelle simplement un chiffre, un conseiller d'orientation a beaucoup de travail. Il a 1400 élèves en moyenne à s'occuper. 1400. Alors, la question légitime, même si on avait un peu la réponse, c'est comment faites-vous pour accompagner ces enfants? Bien, cher monsieur, je regarde ses notes. Et en fonction du résultat de ses notes, eh bien, je vais l'orienter. Mais on sait pertinemment aussi qu'on continue d'évoluer toute sa vie. Et même quand on est jeune adolescent, on est peut-être moyen en 6e en maths, mais on peut peut-être être meilleur en terminale ou en première. Donc les choses peuvent évoluer. La note, il faut quelque chose pour mesurer, est une photographie à date, mais est-ce qu'elle est révélatrice véritablement de la personnalité de l'enfant, de ce qu'il veut faire plus tard? Point d'interrogation. Et justement, est-ce qu'il faudrait repenser les méthodes d'enseignement, les méthodes aussi de contrôle, d'évaluation des élèves pour justement mieux répondre aux besoins de ces générations? C'est intéressant le point que vous soulevez. Oui, la question est très pertinente. Avons-nous la réponse? Je ne sais pas. Je pense que tous les ministres de l'Éducation qui sont succédés, ils ont été nombreux ces derniers temps, etc., ont tous cette volonté d'apporter des outils qui soient plus performants, plus intéressants, et voilà. Donc oui, le politique est là, on essaie et on échange avec eux.
on a des retours, on travaille, voilà, en toute intelligence et dans une bonne ambiance. Vous tracez votre route, en tout cas, avec ou sans la France aussi, Guillaume, peut-être devenir un leader mondial dans l'innovation éducative, dans la EdTech. Quel regard vous portez sur ce marché aujourd'hui? Est-ce que vous êtes confiant? Je suis plutôt confiant parce que, au contact, encore une fois, de tous nos confrères et du nombre grandissant d'initiatives qui sont prises sur un certain nombre de sujets, la France, clairement, peut se positionner et est en train de se positionner en tête européenne. Sur les tech, avec des très grandes innovations, avec des entreprises qui commencent à avoir une aura sur le monde entier. Je pense à Nomade Éducation, par exemple, qui a une entreprise qui aujourd'hui intervient énormément en Afrique, dans les pays francophones africains, pas que en France. Et d'ailleurs, Avenir, j'en profite pour le dire, est disponible dans tous les pays francophones du monde. Et donc on commence à discuter avec Business France pour avoir la possibilité d'intégrer les données locales, notamment au Cameroun, en Côte d'Ivoire, pour que Avenir soit un véritable outil d'orientation aussi dans ces pays. Ça aussi c'est du boulot. Quand je vous disais que vous allez bosser en 2025, ça veut dire que vous adaptez aussi les contraintes des métiers, aux pays dans lesquels vous vous installez. Ouais, on a beaucoup de travail. Mais en tout cas, pour vous répondre, la France est déjà une championne de l'EdTech et en tout cas à un niveau européen, je pense que la France peut devenir vraiment un porte-drapeau de l'éducation et de l'EdTech au niveau mondial avec des solutions hyper intéressantes qui sont basées sur un des systèmes éducatifs les plus complexes au monde. Donc à partir du moment où on a réussi à faire quelque chose d'efficace sur le système éducatif qui fait partie des plus complexes au monde, je pense qu'on a quand même de belles années devant nous pour être un champion dans tous les pays du monde. Il y a pas mal de choses à faire. Alors une question aussi qui revient régulièrement, et d'ailleurs on l'aborde aussi avec des invités comme vous, des entrepreneurs du secteur en tout cas de la tech qui viennent sur ce plateau, qui nous disent oui effectivement on croit beaucoup en secteur de la tech, le seul truc c'est qu'il n'y a pas de marché. Caroline Métro avec Nomade Éducation l'a trouvé, certaines entreprises et notamment dans l'enseignement supérieur l'ont trouvé, vous, votre solution est gratuite. Elle est gratuite. Comment vous faites pour gagner des sous? C'est un secret. Je ne vous répondrai pas. On ne dira rien. Parce qu'en tout cas, ce qu'on vous souhaite, c'est justement de vous développer notamment à l'international, etc. Ouais. Vous avez un regard, de ce que je comprends, positif sur ce secteur, mais que tous n'ont pas. C'est intéressant justement de creuser le sujet. Comment on gagne notre vie de plusieurs façons. Le modèle économique sur lequel, puisqu'effectivement, vous l'avez rappelé, c'est gratuit pour l'utilisateur. Ouais. Aujourd'hui, plus de 20 000 utilisateurs ne paient absolument rien. Ils peuvent revenir des milliers de fois sur l'application. On leur demande rien. Simplement, il y a les deux grands champs. C'est d'un côté les écoles d'enseignement supérieur, puisque nous, dans l'application, on référence toutes les écoles, toutes. Mais elles sont par ordre alphabétique. Donc, quand on arrive sur une école, c'est toujours la même qui apparaît. Donc, ce qu'on s'est dit, on va faire comme un peu un moteur de recherche, comme Google. C'est-à-dire que si vous voulez apparaître en premier, on va dissocier. On va mettre contenu sponsorisé ou une teinte différente, ce que l'on a déjà sur l'application par rapport au groupe Innov qui nous fait confiance et avec lequel on travaille étroitement. Et donc, ils apparaissent en premier et on va faire tourner en fonction de ceux qui prendront un abonnement mensuel. C'est un abonnement mensuel pour ces écoles. Et ils payent le référencement. Voilà, ils payent le référencement et pour être en premier, ils payent, ils restent un certain temps et après on fait tourner. Ça, c'est la première source de ressources. La deuxième, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, dans Découvrir, on a intégré les secteurs professionnels. Donc là, c'est la même chose. On va leur donner la possibilité à ces secteurs professionnels de délivrer un petit peu plus d'informations. Et là, c'est pareil, c'est un abonnement mensuel qui nous permet de aussi gagner de l'argent de ce côté-là. C'est presque un média, en fait, que vous êtes en train de monter. On est un petit peu entre médias et applicatifs. Et pour poursuivre sur ce que disait François, on a la partie applicative, donc avec les différentes possibilités de référencement des filières professionnelles qui veulent faire la promotion des métiers, comme on disait tout à l'heure, des écoles, des entreprises. Et on a une nouveauté depuis très peu de temps, c'est qu'on a rendu disponible notre technologie en mode SaaS. D'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une filière professionnelle, un groupe d'enseignement, une région, une métropole peut utiliser la technologie Avenir par API, donc avec toute notre intelligence technologique, matching, métier, formation, école, entreprise, pour des besoins territoriaux ou pour des verticales métiers. Typiquement, une filière professionnelle va pouvoir se servir d'Avenir pour mettre en avant uniquement ses métiers. Donc tous les métiers qui composent sa filière,
les formations, les écoles et les entreprises. Un peu en marque blanche, partenaires. en fait. Un petit peu en marque blanche, absolument. Et après, on s'adapte évidemment à toutes les problématiques que peuvent rencontrer les différents acteurs, qui soient publics. Donc, on discute avec des régions actuellement, avec des métropoles aussi, qui ont des besoins territoriaux. En disant, moi, OK, je veux faire la promotion des métiers de nos partenaires entreprises, de nos partenaires écoles et des filières qui sont présentes sur notre territoire, pas sur le territoire d'à côté. Ouais. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en avant tous ces partenaires. Donc votre technologie m'intéresse, mais uniquement pour répondre à mes besoins. Et nous, on l'a fait, puisqu'on a eu beaucoup de fois la demande. On veut Avenir, mais que pour nous. Alors au début, on a dit, non, c'est pas possible, puisque c'est générique. Partager. Et après, on s'est dit, oui, il y a véritablement un besoin qui est local, qui est plus localisé, et donc qui contribue au développement économique d'un territoire, que ce soit via une filière professionnelle ou via une région. Ils ont tout compris, ça s'appelle Avenir, mesdames et messieurs. Ils inventent l'école de demain et notamment l'orientation de demain. J'ai été ravie de vous revoir. En tout cas, vous savez que vous êtes toujours les bienvenus sur le plateau de l'école du futur. François Brunet et Guillaume Charles, je rappelle donc fondateurs d'Avenir, cette plateforme avec plein de nouveautés à partir de 2025, c'est ça, ça commence. Il y en a déjà actuellement. Et ça commence. Montée en charge rapide. Voilà, c'est ça. Merci en tout cas à vous aussi de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve comme tous les jours, dès demain, toujours dans l'école du futur, toujours sur School TV. D'ici là, passez une très bonne journée. À bientôt.